Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. Le gouvernement de la République démocratique du Congo entend désormais rationaliser la gestion de ses ressources naturelles. Elle veut rendre véritablement gagnant-gagnant les contrats qu'elle noue avec ses partenaires internationaux et ceux pas des mécanismes de suivi rigoureux et exigeants. Et un homme incarne désormais cet objectif politique et cette rigueur. Il s'appelle Freddy Yodi Shembo. Il est le directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et suivi des conventions de collaboration entre la RDC et ses partenaires internationaux. Il est notre invité. Freddy Yodi Shembo, bienvenue à vous. Merci beaucoup. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce qui a motivé la création, la mise en place de l'agence de pilotage, de coordination et suivi des conventions de collaboration entre votre pays, la RDC, et ses partenaires internationaux? Merci beaucoup. Merci pour l'opportunité que vous me donnez de parler de cette structure très importante, très stratégique. Et merci pour l'accueil très chaleureux et dans ce beau cadre que vous mettez à notre disposition. Merci. En fait, qu'est-ce qui a motivé la création de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la RDC et ses partenaires privés? C'est tout simplement un constat. Un constat qui va d'une réalité simple. Oui. L'homme ne respecte que ce qu'on inspecte. Lorsqu'il n'y a pas inspection, il n'y a pas de respect. Et lorsqu'il n'y a pas de sanction, il n'y a pas respect. Et donc, nous avons trouvé que les conventions de collaboration, qui sont une véritable clé pour le développement de notre pays, ne peuvent pas être mises en autopilote. On ne peut pas faire une présomption et estimer que les uns et les autres respecteront leurs engagements. Et donc, c'est à partir de ce constat que la RDC s'est décidée de se doter de cet instrument très, très stratégique afin que toutes les conventions, tous les partenariats, je vais expliquer tout à l'heure c'est quoi les conventions de collaboration, tous les partenariats de cette taille-là soient vraiment suivis de manière rigoureuse pour garantir non seulement les droits de la RDC, mais aussi les droits de ses partenaires, parce que personne ne vient dans un investissement pour perdre. Il faut qu'on garantisse les droits et les obligations des uns et des autres. Comment comprendre que cet instrument aussi stratégique n'ait pas été mis en place auparavant? Bon, je ne sais pas, mais je crois que pour faire simple, c'est parti tout simplement d'un constat. Oui. Déjà, une petite historique pour vous situer. Bien sûr. La nécessité de cet ouvrage, de cet instrument. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en 2006, lorsque la RDC connaît ses premières élections sous l'ancien président Kabila, le pays est post-conflit. Et le président Kabila décide en ce temps-là, n'est-ce pas, de faire un contrat social avec la population qui venait de lui faire confiance donc, et il lance ce qu'il a appelé la révolution de la modernité. C'est-à-dire il faut moderniser les infrastructures, il faut mettre le cap sur le développement. Et il a envoyé, le gouvernement a envoyé des émissaires à travers le monde pour chercher des partenaires qui pouvaient donc venir tout naturellement exploiter avec nous nos ressources naturelles pour nous permettre de construire les infrastructures de base. Les gens sont partis dans les pays occidentaux, ils n'ont pas trouvé un écho favorable jusqu'à ce que des partenaires chinois se soient mis dans un groupement d'entreprises pour venir signer ce qui a été connu au Congo comme programme sino-congolais ou la convention sino-congolaise ou encore le contrat chinois en 2008. Alors, c'est cette convention qui est donc la fille aînée de toutes les conventions de collaboration. C'était un partenariat de l'ordre de 6 milliards pour justement permettre la construction des infrastructures ferroviaires, routières et j'en passe. Mais force a été de constater que depuis 2008 jusqu'en 2023, l'année passée, il n'y a pas eu beaucoup d'infrastructures construites. Pourtant, le projet minier a prospéré. Et c'est comme ça que le législateur congolais a dit, le gouvernement congolais s'est dit, non, nous pensons qu'il faut créer une structure pour qu'il n'y ait plus ce vide, pour qu'il n'y ait plus ce déséquilibre. Et encore, faut-il ajouter qu'on a décidé en créant notre agence, le gouvernement congolais a décidé de justement créer une structure qui peut piloter des conventions de ce genre. Cette fois-ci, on n'est plus limité au seul programme sino-congolais, mais si
on a compris que si on l'avait utilisé à bon escient, oui, ce service ou cette convention pouvait vraiment nous servir. Alors maintenant, on dit, OK, on va créer une structure, oui, qui va non seulement suivre cette convention, mais travailler durement à en amener d'autres, parce que le pays est grand et les besoins sont nombreux. Rentrons dans la technicité de la chose. C'est quoi une convention de collaboration? Une convention de collaboration, justement, oui, c'est un partenariat public-privé. Voici ce qui se passe. Voici le scénario simple pour ceux qui vont nous suivre. Vos compatriotes qui nous suivent comprennent mieux. Voici le scénario simple. Lorsqu'on veut construire les infrastructures ou bien répondre aux besoins publics dans un pays, on se tourne d'abord vers le Trésor public. C'est ça. Le ministère des Finances, donc. Si le Trésor public n'en a pas assez, ce qui est souvent le cas, parce qu'au moment où tout ceci se fait, actuellement, par exemple, mon pays, la RDC a un budget de près de 16 milliards. Et nous avons 58 000 kilomètres de réseau routier, pour ne parler que des routes. Si nous prenons 16 milliards pour construire 58 000 kilomètres, on a tout bouffé et ce n'est même pas suffisant. Donc le Trésor public n'est pas suffisant. On se tourne là à la deuxième source, les bailleurs de fonds. Et nous savons que les bailleurs de fonds en Afrique, ils viennent en traînant les pieds. C'est vrai. Ils viennent souvent avec des choses qui sont structurées de manière à ne pas toujours répondre à notre besoin. Alors maintenant, reste la troisième source, c'est-à-dire le pouvoir public, n'est-ce pas, fait appel au secteur privé. Et on crée ce qu'on appelle un partenariat public-privé. Maintenant, lorsque les gens viennent dans le cadre d'un partenariat public-privé, ils bénéficient, ils sont accompagnés par les avantages du Code des investissements. Bien sûr. Mais il arrive que les gens, à cause des besoins énormes dictés par la nécessité du développement d'un pays à la taille d'un continent comme la RDC, on a trouvé que les partenariats, le financement doit atteindre une certaine hauteur pour répondre aux besoins pressants. Et cette hauteur-là, il faut donner aux gens la motivation de venir investir autant d'argent. Cette hauteur est fixée à un seuil d'1 milliard de dollars américains. C'est ça. Et donc, lorsque vous atteignez ce seuil d'1 milliard de dollars américains, vous tombez dans la catégorie des conventions de collaboration et vous avez un régime fiscal particulier prévu dans la loi de 2014. Donc voilà, c'est ça une convention. Une convention, pour faire court, une convention de collaboration, c'est donc un partenariat public-privé où des privés viennent appuyer le pouvoir public en investissant dans un partenariat d'un minimum d'1 milliard de dollars pour des projets de développement. Je suis une entreprise privée chinoise, canadienne ou américaine. J'ai besoin d'acheter du coltan en RDC. Je noue un contrat avec votre gouvernement. Et vous, votre rôle, c'est de faire quoi? Notre rôle, vous êtes un entrepreneur ou un groupement d'entreprises chinois, oui, vous venez en RDC, vous vous adressez à nous. Si vous voulez investir au-delà d'1 milliard. C'est ça. Et ce n'est pas un achat direct, c'est un investissement en exploitation commune. C'est un partenariat. Les gens qui viennent en achat direct, ils vont acheter, je peux vous dire que vous n'allez pas trouver des matières premières qui sont en train de traîner pour être achetées. Vous venez en partenariat. Donc vous vous adressez à nous et la première chose que nous faisons, ce sont des démarches de facilitation. Nous devenons donc votre porte d'entrée et votre guichet unique. Vous arrivez chez nous, nous prenons votre dossier, nous l'étudions, nos experts l'étudient et nous allons en ce moment-là nous adresser à tous les ministères sectoriels qui sont impliqués dans ce que vous voulez. Et nous allons travailler avec eux jusqu'à préparer, à produire un avant-contrat, un projet donc qui sera validé par les parties, présenté au Premier ministre, parce que nous sommes directement sous la tutelle directe du Premier ministre, et ainsi ça évite aux partenaires étrangers de faire les défilés des bureaux, de subir la lourdeur de l'administration, subir les méfaits de la bureaucratie et aussi, on ne va pas se voiler la face, subir parfois des exigences qui sont peu catholiques, qui sont peu orthodoxes. Et donc, nous devenons donc la porte d'entrée et nous devenons le guichet unique pour faire toutes ces démarches, pour amener, et donc nous faisons le pilotage et nous faisons la coordination de tous ces secteurs-là pour aboutir à une convention de collaboration. Et lorsque cette convention est signée, nous devenons la structure, elle nous revient pour faire le suivi, pour qu'on se rassure que l'esprit de la convention est respecté, les obligations et les droits sont respectés par toutes les parties. Le partenaire international n'est pas laissé seul sur l'exploitation, mais il bénéficie de votre
concours de votre appui et même du suivi de votre structure. Vous avez tout compris. C'est ce que vous faites en ce moment et depuis que votre agence a été créée. C'est ce que nous faisons actuellement avec le seul contrat que nous avons activement, que nous suivons activement maintenant, c'est le contrat sino-congolais. C'est le contrat dont j'ai parlé tout à l'heure qui a été conclu en 2008. Et donc nous le suivons et c'est exactement ces activités-là que nous faisons dans le cadre de ce contrat-là. Qu'est-ce que la RDC a déjà gagné dans le cadre de ce contrat? Dans ce contrat, avec nous, la RDC a gagné un rééquilibrage. Lorsque son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi est arrivé à la tête du pays en 2019, il a mis le cap sur un partenariat gagnant-gagnant. Il a ouvert les portes, il a décidé d'ouvrir les portes de la RDC à tous les partenaires, mais non pas pour venir exploiter le Congo et laisser le Congo seul, enfin laisser le Congo perdant, mais venir dans le cadre où on vient, on gagne et le Congo gagne. Et il a donc instruit la revisitation de ce contrat. Nous l'avons revisité. Les négociations ont été farouches et elles ont été celles qu'elles ont été. Vous connaissez les négociations dans les affaires. Mais ce que nous avons gagné actuellement, c'est que, dans le cadre du programme sino-congolais actuellement, nous sommes passés d'une enveloppe qui était limitée à 3 milliards pour les infrastructures à un total de 7 milliards de dollars américains. Donc on peut construire beaucoup plus d'infrastructures routières, portuaires, ferroviaires et j'en passe. Deuxième avantage, deuxième gain, je sais qu'aujourd'hui, la partie chinoise ne va plus s'endetter pour venir investir dans les infrastructures, mais la SICOMIN, qui est la joint venture, qui a été justement mise en place pour qu'on puisse pour servir de plateforme financière, va désormais financer les infrastructures à partir de son chiffre d'affaires. Je vous donne un exemple concret. S'il vous plaît, oui. Un exemple concret, c'est que jusqu'en 2022, lorsque on décide de revisiter, jusqu'en 2023, lorsqu'on aboutit, qu'est-ce qui se passe? Nous constatons que des 3 milliards de dollars américains alloués aux infrastructures, le Congo n'a consommé que 1,50 milliard. Et lorsque nous examinons le montant d'1,50 milliard, nous constatons que le Congo n'a bénéficié en termes d'investissement direct aux infrastructures que de 822 millions. Ça veut dire que près de 200 millions sont partis pour le service de la dette. Et 200 millions, ça pouvait nous construire 200 km de route. C'est le président qui a instruit particulièrement votre structure pour que vous priorisiez les infrastructures. D'où vient l'idée de consacrer précisément ce que vous gagnez comme fonds à la construction d'infrastructures? C'est justement ça le paradigme qui a même milité à la signature de cette convention en 2008. Mais nous, je veux vous dire que nous existons pour intervenir dans 2 domaines. D'accord. Dans le domaine des infrastructures et des ressources naturelles. Donc c'est ça même notre... Donc au-delà de ça, nous ne partons pas parce que nous n'avons pas été créés pour autre chose. Les infrastructures et les ressources naturelles. Vous êtes encore jeune. Je veux dire votre structure. Qu'est-ce que les Congolais doivent espérer comme réalisation d'infrastructures là dans les mois, dans les années qui viennent? Oui, notre structure est encore jeune, mais les Congolais sont déjà en train de vivre les effets de nos efforts. Par exemple, depuis que nous sommes arrivés, nous avons trouvé le programme sino-congolais, qui est notre seule convention active à l'heure. Nous l'avons trouvé vraiment dans un état d'inertie. On l'a redynamisé, on l'a relancé, et nous avons déjà lancé des projets de route. Par exemple, les Congolais vont confirmer ce que je vous dis, que la route qui va de Kamanyola à Uvira, c'est une route qui permet aux Congolais de ne pas passer par le Rwanda pour rentrer sur le territoire congolais. On l'a lancée et elle est actuellement sous travaux. Nous avons lancé plusieurs autres ouvrages tels que la viabilisation de Lumumba-Ville, qui est une ville que le chef de l'État a déclaré, c'est un petit village, le chef de l'État a décidé d'élever ce village natal de notre héros national, Patrice Emery Lumumba, au niveau d'une ville. Et nous sommes partis et nous avons lancé des travaux d'aménagement pour que ça devienne une vraie ville, pour ne citer que ces 2. Mais nous sommes en train de faire vraiment un effort de désenclavement. Mais ça, c'est ce qui est en train d'être fait. Mais ce qui va bientôt être fait, c'est un énorme chantier qui va être lancé à travers la République. Dans les années qui vont suivre, le Congolais pourra prendre sa voiture de Kinshasa, conduire jusqu'à Lubumbashi,
aller-retour sans problème. Nous sommes en train de lancer cette route nationale. Kinshasa va connaître une route périphérique. Nous sommes en train de lancer donc une rocade autour de Kinshasa. Et nous allons pouvoir, le Congolais va pouvoir circuler beaucoup plus librement dans son pays, par exemple en prenant la partie centrale de la République et monter jusqu'au nord par la route nationale numéro 7 qui va de Kananga vers Kisangani. Et si nous prenons seulement ce Y-là, je parle ici de la forme que ces routes-là prennent, ça désenclave le pays d'une manière impossible, sans mentionner, monsieur le journaliste, que nous allons viabiliser ainsi le port en eau profonde de Banana, parce que maintenant, nos ressources naturelles pourront voyager directement de la partie sud, où elles sont produites, vers le port en eau profonde, au lieu de transiter toujours par au moins 4 à 5 pays africains, où on laisse beaucoup plus de frais et les chauffeurs se fatiguent et le trajet est beaucoup plus long. Au lieu de faire 2600 km, ils peuvent faire 1800 à 2000 km et ils sont arrivés et ils sont sur le même territoire national. Seulement, voilà, vous avez des partenaires plus ou moins institutionnels classiques qui ne voient pas de bon oeil cette nouvelle politique que vous mettez en place en faveur des infrastructures. Je veux parler notamment des partenaires comme la Banque africaine de développement et d'autres structures qui sont un peu, on va dire, dans la méfiance par rapport à ce projet, enfin, à cette nouvelle vision que vous avez. Comment est-ce que vous arrivez quand même à articuler votre partenariat institutionnel et classique avec ces partenaires internationaux? Oui, notre agence est une innovation. Oui. Et l'innovation, c'est un changement. Et le changement énerve. Le changement trouve un ordre établi qu'il essaye de changer. Et donc, pardonne-moi la tautologie, mais donc la venue de notre institution n'est pas vue du même œil par tout le monde, vous avez absolument raison, mais tout ce que nous faisons, c'est rassurer les uns et les autres. Nous comprenons que les banques, par exemple la BAD, pour ne citer que celle-là, ne peut pas voir d'un bon œil le fait que nous contournons le schéma traditionnel des emprunts. Or, les emprunts énervent la balance des paiements. Nous sommes en programme, par exemple, actuellement avec le Fonds monétaire international. Et donc, pour ne pas verser dans le domaine financier, la vérité, c'est que la banque vit en vendant l'argent. Et si elle ne peut pas prêter, elle ne peut pas vivre. Et lorsque nous venons avec cette méthode révolutionnaire d'un investissement, il y a certains qui pensent que c'est un bradage. Bradage, c'est se vendre à vil prix, c'est vendre à perte. Ici, on ne vend pas. On ne vend pas les minerais, on fait un investissement conjoint. Les partenaires viennent, ils ne prennent pas nos minerais, ils investissent avec nous et nous avons chacun un pourcentage selon les apports de chacun. Une question qui intéresse les Congolais, le Congolais moyen. Je ne sais pas s'il y a un pays sur le continent qui a autant de ressources que votre pays, ou plus de ressources que votre pays. Mais paradoxalement, vous avez beaucoup de vos compatriotes qui ne bénéficient pas du fruit des ressources naturelles. Et il y en a beaucoup. La liste, elle est longue. Vous êtes même premier producteur dans beaucoup de domaines. Comment comprenez-vous cela et comment remédier à ça pour que le Congolais, enfin, bénéficie de la chance qu'il a d'être Congolais, c'est-à-dire d'être originaire d'un pays qualifié par beaucoup de scandales géologiques? C'est vraiment ça la problématique que nous sommes appelés à résoudre parce que c'est un paradoxe honteux. On doit se regarder en face et dire trop c'est trop. C'est impossible que le Congolais vive dans une précarité telle que celle que nous voyons actuellement. Et c'est justement pour ça que notre agence a été créée et existe pour valoriser les ressources naturelles et faciliter la construction des infrastructures. Vous savez que sans infrastructure de base, il n'y a pas un vrai développement. On dit, là où passe une route, le développement suit. Donc là où ne passe pas une route, le développement ne suit pas. Et c'est ce qui fait le Congo est un pays continent. Nous avons beaucoup de défis. Mais si nous pouvons commencer par désenclaver le pays, si on peut commencer par le connecter, pour que ne fût-ce que les points de production agricole puissent être connectés au point de leur consommation,
ça va fluidifier une action, une activité économique, mais aussi si nous pouvons attirer des partenaires qui vont venir faire la transformation locale, ça va créer une chaîne de valeur. Et telle est la volonté du président de la République qui tient absolument à ce que le Congolais bénéficie de ces richesses, au lieu que des partenaires étrangers viennent et nous laissent avec des trous béants. Ils vont construire des édifices, des bâtiments élevés chez eux, et nous avons des trous profonds. C'est une injustice, c'est un paradoxe qui ne peut plus exister. Freddy Yodi Chembo, je rappelle que vous êtes le directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et suivi des conventions de collaboration entre votre pays, la RDC, et ses partenaires internationaux. Merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. C'est la fin de notre invité, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été en notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de notre invité.